Dans cette scène, Ji-Hoon promet à sa fille un très beau cadeau pour son prochain anniversaire. Et c'est la dernière discussion qu'ils auront, car vous connaissez la suite. Sans nouvelles, sa fille perd espoir et coupe les ponts avec son père. Mais 3 ans plus tard, le frontman sonne chez elle pour lui remettre son héritage. C'est après sa mort que Ji-Hoon tient sa promesse. Des symboles forts de ce genre, il y en a des dizaines dans Squid Game. Mais surtout des théories intrigantes, voire bouleversantes. Nous allons commencer par les sujets légers et populaires pour petit à petit plonger dans des théories et des anecdotes sombres et méconnues. Attention, certaines informations peuvent être choquantes. Mais si vous êtes assez téméraire ou déraisonnable pour affronter la dure réalité du jeu du calamar, retenez bien votre souffle. Car nous plongeons dans l'iceberg macabre de Squid Game. Heureusement, Squid Game n'est pas tiré d'une histoire vraie. Ce qui ne l'empêche pas de faire constamment des parallèles avec la réalité. Son histoire, elle est directement liée à celle de son auteur, Hwang Dong-hyuk, mais aussi à celle de la Corée du Sud. Parce qu'en 2008, lorsqu'il écrit le scénario de Squid Game, Hwang est criblé de dettes. Il a même expliqué en interview qu'il a été obligé de vendre son ordinateur de travail, pour survivre. En fait, à l'époque, la Corée du Sud faisait face à une crise économique grave, ce qui a entraîné un surendettement massif du chômage et de la compétition extrême. Et en vérité, encore aujourd'hui, l'endettement est un sujet brûlant dans le pays. La dette cumulée des ménages atteint presque 100% du PIB, ce qui en fait un record mondial. Et ça, Squid Game le montre bien. Les participants sont des citoyens écrasés par la société, prêts à tout pour s'en sortir. Mais en plus de ça, l'une des principales inspirations de la série, c'est le scandale Brothers Home. Bien plus sombre. Ce qu'il s'est passé, c'est que dans les années 70-80 en Corée du Sud, des milliers de personnes, dont des enfants, ont été enfermées de force dans un soi-disant centre de réinsertion. Sauf qu'à l'intérieur, ça n'avait rien à voir. C'était plus un camp de travaux forcés où les gens étaient torturés, violés et tués. Tout se passait dans l'indifférence générale, jusqu'à ce que le scandale éclate au grand jour. Et même si ce n'est pas officiel, on peut se douter de l'inspiration qu'en a tiré l'auteur. Surtout que Hwang s'est toujours montré très critique de la société et du gouvernement coréen. C'est aussi ça qui rend Squid Game si intéressant. Le fait que ça s'inspire de la réalité, ça rend le jeu encore plus captivant et terrifiant à la fois. Surtout qu'au vu du monde dans lequel on vit, on n'est pas à l'abri que ce genre de jeu mortel soit créé. Voire qu'il n'en existe déjà. La nourriture que les gardes donnent aux joueurs est bien plus calculée qu'on ne le croit. Dès l'épisode 3, après l'épreuve du dalgona, les joueurs reçoivent à manger, mais seulement un œuf et une bouteille d'eau. Si seulement c'était du Holy Energy, ils auraient eu la pêche pour passer n'importe quelle épreuve. Vous connaissez mon amour pour l'eau et le café, et quand je veux me faire un petit plaisir hydratant, c'est un petit shaker Holy que je me prépare. Holy, c'est une gamme de boissons énergisantes, d'hydratation ou d'iced tea qui se veut beaucoup plus saine que les autres. En plus, c'est sans sucre ajouté. Quel bonheur! Si vous êtes comme moi à adorer prendre des mocktails au restaurant, et là, avec Holy Hydratation, c'est comme si vous faisiez votre propre mocktail maison. J'ai été très étonné du goût, qui est léger et désaltérant. L'expérience reste très proche de l'eau, avec une note fruitée. Oh surtout, je vous conseille de mettre 2 glaçons, et là, c'est parfait. Et si je peux vous conseiller un goût, moi mon préféré, c'est l'ananas. Mais je les ai pas encore tous goûtés, il y en a plein. J'ai trop hâte de tester Strawberry Kiwi, Apple and Green Tea ou encore Peach and Black Tea. Mais le best du best, ça reste Holy Energy avec sa New Caf. J'en avais trop besoin pour remplacer mon café qui jaunit trop les dents. Et puis faut le dire, les goûts proposés par Holy sont quand même bien meilleurs que le café. Bien sûr, ça ne remplace pas l'eau, mais pour un petit plaisir hydratant, c'est mon nouveau réflexe. À ma pause goûter, ou encore mieux, quand je fais ma promenade du soir avec ma copine. Si tu sais pas trop par quoi commencer, fais comme moi. Rends-toi sur le site pour commander d'abord un pack découverte. Comme ça, tu testes les 3 gammes. Hydratation, énergie et iced tea. Mais surtout,
tous les goûts. Et une fois que t'as trouvé tes favoris, tu t'installes ta nouvelle routine vitaminée. Avec mon code REMAX, tu as 10% sur tout le site, ou 5 € offerts avec REMAX 5 sur ta première commande. En plus de faire de super produits, les gens qui y travaillent sont très humains et chaleureux. Ça fait super plaisir de collaborer avec de telles personnes. Encore 1000 merci à Oli de me soutenir sur cette vidéo. C'est le premier lien en description. Alors oui, pour les joueurs de Squid Game, eux, ils n'ont pas de boisson Oli. Tant pis pour eux. Ils se retrouvent vite fatigués et certains joueurs meurent même de faim. D'autres volent de la nourriture et un joueur se fait carrément tuer pour avoir tenté de doubler la file. Cette ration insuffisante est un choix délibéré. Et le but est simple, créer une ambiance de méfiance, de frustration et de violence. D'autant qu'on le sait, l'organisation surveille chacune de leurs réactions, comme un test psychologique grandeur nature. Ceux qui se montrent agressifs, manipulateurs ou sans pitié sont ensuite favorisés dans les épreuves suivantes. Par exemple, Deoksu, le mafieux, devient intouchable pendant un moment, presque comme s'il avait gagné du crédit. Après le dalgona et jusqu'au jeu des billes, il pouvait faire ce qu'il voulait, malmener les autres joueurs, leur voler leur nourriture sans que le staff n'intervienne. Ce que ça montre directement, c'est que le jeu ne cherche pas un simple survivant. Il veut un joueur qui accepte les règles de cette jungle en oubliant son humanité. Et ce thème, il revient dans la saison 2 et 3 avec la confrontation entre le frontman et Ji-hoon. Le maître du jeu veut briser le héros, lui montrer que pour gagner, il faut être machiavélique, que la morale ne vaut rien. Dans les dernières saisons, il y a un détail que je trouve étonnant. Ji-hoon paraît plus maigre dans les saisons 2 et 3 et ce n'est pas un hasard. Pour avoir cette apparence, l'acteur Lee Jung-jae a suivi un régime strict pendant 1 an. Tout ça dans le but de renforcer l'aspect fatigué, brisé et profondément marqué de son personnage par ce qu'il a vécu après la saison 1. C'est donc une transformation physique volontaire qui appuie sa transition mentale. Surtout qu'on revoit souvent ce genre de parallèle entre l'apparence de Ji-hoon en saison 1 et dans les saisons suivantes. Que ce soit avec les photos où il ne sourit plus, ou même les interactions avec les autres joueurs où il est plus froid, plus prudent. Et ce symbolisme entre l'apparence et le mental revient avec d'autres personnages, comme Sang-woo et Min-soo qui vivent une descente aux enfers tout au long des jeux. Et si tout se jouait dès la toute première scène? Souvenez-vous du recruteur dans le métro, qui propose une partie de Dachki à Ji-hoon. Notre héros doit choisir entre 2 enveloppes, soit la rouge, soit la bleue. Ji-hoon prend la bleue, puis se réveille plus tard dans un survêt vert. Bon, ce n'est pas exactement la même couleur, mais vous voyez où je veux en venir. C'est un joueur. Le truc, c'est que certains fans ont remarqué un détail troublant. Et si choisir rouge était synonyme de devenir un soldat masqué du jeu. Surtout que le vrai recrutement des soldats n'est jamais révélé dans la série. Alors, dans ce cas, le recruteur ne chercherait pas seulement des participants au jeu, mais aussi des employés pour le faire tourner. Et dans ce cas, le choix du jet ski fait une nouvelle fois un parallèle au jeu et à l'égalité des chances prônée par le frontman. 50% de chances de risquer sa vie en tant que joueur et 50% de chances de devenir employé au service du système. Le problème, c'est que j'ai remarqué qu'elle tombe un peu à l'eau avec la saison 2. Déjà car on voit le recrutement de numéro 11, qui est beaucoup plus lié à son expérience de soldat que par le hasard. Aussi, quand on revient à l'épisode 3 de la saison 2, le manager présente les dettes de chaque joueur et la joueuse 120 choisit le jet ski rouge. Après, ils lui ont peut-être proposé dans un premier temps, connaissant son passé dans les forces spéciales, mais qu'elle a finalement refusé pour participer en tant que joueuse. Rappelez-vous du jeu de la nuit étoilée. Namgyu prend une des pilules de drogue et lance cette phrase « Nous allons éliminer la moitié de l'humanité ». C'est en réalité une référence directe à Thanos, le méchant de Avengers Endgame, qui a utilisé les pierres d'infinité pour anéantir la moitié de l'univers d'un claquement de doigts. Et ici, le clin d'œil est renforcé. Les joueurs sont divisés en 2 groupes égaux et c'est bien la moitié des joueurs qui sera tué.
Imaginez si Ji-Hoon n'était jamais revenu dans les jeux à la fin de la saison 1. Eh bien, c'était à 2 doigts d'arriver. Dans une interview relayée dans la vidéo d'IGN, le réalisateur révèle que la fin de la série devait être très différente de celle que l'on connaît. Actuellement, à la fin de la saison 1, Ji-Hoon s'apprête à prendre l'avion pour rejoindre sa fille à Los Angeles, mais finit par changer d'avis au dernier moment, bien décidé à faire tomber l'organisation des jeux. Mais dans la première version du script, Ji-Hoon montait bien dans l'avion, sans revanche, sans mission et sans saison 2 ni saison 3. Mais alors, pourquoi ce changement ? L'argent. Oui, il ne faut pas chercher plus loin que ça. À la base, le réalisateur expliquait qu'il voulait que la série reste une critique sociale fermée, sans héros rebelles ni suite à prévoir. Mais bon, avec le succès planétaire de Squid Game, Netflix a cherché plus d'ambition et la fin a été réécrite. Celle qu'on a eue laissait une porte ouverte pour une saison 2 et montrait que Ji-Hoon avait changé. Cette fois, il était prêt à affronter le système. Évidemment, ce changement divise les fans. Certains trouvent que la fin originale aurait été plus réaliste, plus à l'image de la série. Et évidemment, d'autres préfèrent l'esprit shonen, l'idée d'un héros prêt à se battre contre les puissants. Personnellement, je suis bien content qu'il y ait eu ce changement. De manière générale, j'adore qu'il y ait des suites à mes séries préférées, dans la limite où ça reste tout aussi bon et cohérent. Ce qui a été le cas d'après moi sur cette saison 2 et 3. En tout cas, je suis curieux d'avoir votre avis en commentaire. Vous souvenez-vous de la scène où numéro 11 infiltre les archives du jeu ? À la base, elle était venue pour récupérer les données sur le joueur 246 pour les effacer définitivement. Mais quand on la regarde fouiller, on peut remarquer un dossier dont l'écriture indique « liste noire des participants ». Ça implique qu'il y aurait une liste des joueurs bannis du Squid Game. Imaginez un peu la dangerosité de ces individus. Peut-être des fous furieux qui pourraient tuer les 455 autres participants dans leur sommeil. Dans tous les cas, c'est un détail qui n'est pas là par hasard. Et je suis curieux de voir qui sont ces blacklistés. Est-ce peut-être un indice caché pour les futurs spin-offs de Squid Game ? Tiens d'ailleurs, comme la liste noire, d'autres écritures coréennes nous sont passées sous le nez dans la série. Comme durant le jeu final, on peut voir un panneau vert sur l'un des murs à côté des grands piliers. Si on traduit, cela donne « la sécurité avant tout ». Très ironique quand on voit la sécurité en question, mais là où il faut pousser la réflexion, c'est que ce genre de panneaux, on les retrouve habituellement sur les chantiers en Corée pour prévenir du danger. C'est un énième parallèle avec la vraie vie. Cette fois-ci, sur la situation précaire des travailleurs. Si on revient dans le jeu de la nuit étoilée, il y a plein de symboles au mur écrits par les anciens participants. Et certains cachent des messages plus intéressants qu'on ne le pense. Par exemple dans cette scène, avec Namgyu et le joueur 333, on peut voir une phrase derrière qui signifie « Fais attention aux gens, idiots ». On trouve exactement la même chose un peu plus tard à côté de Namgyu, écrit en noir cette fois-ci. Bon, je pense que le message est clair, surtout pour le joueur 333. Et oui, car c'est lui qui va tuer la joueuse 120 car il n'a pas vu son visage, car il n'a pas fait attention à elle. Il a été aveuglé par l'argent une fois de plus. Peut-être l'avez-vous remarqué, mais dans la saison 2, une inscription latine fait son apparition sur les murs du dortoir. Odi mii crastibi. Et bon, peu de gens savent ce que ça veut dire, et évidemment, c'est loin d'être anodin. Traduite du latin, elle signifie « aujourd'hui moi, demain toi ». Et c'est une phrase qu'on trouve souvent sur des pierres tombales, des ossuaires ou dans des rituels memento mori. Ouais, les ossuaires, comme si le dortoir dans lequel sont entassés tous les joueurs représentait un cimetière. D'autant que la phrase peut aussi être interprétée comme « si je meurs aujourd'hui, tu peux très bien mourir demain ». Et dans le contexte de Squid Game, c'est un message direct aux joueurs. La mort plane à chaque instant. Et ce n'est pas une question de mérite, mais de chance. Et plus que tout, personne n'est à l'abri. Pas même les soldats. Oui,
Certains fans pensent que c'est aussi une menace à double sens. Les soldats obéissent mais peuvent aussi être tués à la moindre erreur, comme on l'a vu avec ceux qui ont fait du trafic d'organes dans la saison 1. Cette simple phrase résume l'essence même du jeu. La mort est partout, tu attends juste ton tour. Bon. Maintenant qu'on a passé en revue la surface émergée de l'iceberg et les sujets les plus populaires de la série, on peut descendre sous la surface, explorer des faits de plus en plus sombres et les premières théories méconnues. Vous souvenez-vous de la joueuse 44, la chamane? Et vous souvenez-vous de ses prédictions bidons? Eh ben, comme je vous en parlais dans ma vidéo de la saison 3, si vous faites attention à chacune de ces phrases, on se rend compte qu'elle ne se trompe finalement que très rarement. Et le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est ce qu'elle a dit à Ji-Hoon dans les dortoirs. Et ce n'est pas vraiment une prédiction, mais ça reste ses pouvoirs de chaman. À ce moment-là, elle dit à notre héros que des âmes tournoient autour de sa tête et que ce sont elles qui l'ont entraîné à revenir dans les jeux. Ces mots ont encore plus d'écho quand on repense au cauchemar que Ji-Hoon a eu dans son hôtel aménagé. Et un peu plus tard, elle mentionne à nouveau des âmes tourmentées qui seraient restées sur l'île. C'est une référence directe aux anciens amis de Ji-Hoon morts sur l'île en saison 1. Mais ce qui est étrange, c'est que la chamane explique des détails aussi précis, alors même que Ji-Hoon ne l'avait jamais vue et n'avait pas encore révélé sa première participation au jeu. Un peu plus tard, quand elle est énervée contre son ancien groupe du pentathlon, elle leur lance une malédiction. Elle leur dit qu'ils vont tous mourir un par un de manière douloureuse. Pour la joueuse 120, c'est clairement son cas. Elle se prend un coup de couteau dans le dos durant la nuit étoilée alors qu'elle venait de découvrir la sortie. Pour la mère et son fils, c'est encore plus dramatique. La joueuse 149 va être obligée de tuer son fils pour sauver le bébé. Et elle va elle-même se pendre peu après. Il ne reste plus que le père de l'enfant malade, qui ne va pas vraiment mourir. Disons que ça compte à moitié. Mais à part pour lui, les prédictions de la chamane sont toutes bonnes jusqu'ici. Maintenant, avançons un peu jusqu'au jeu du carrousel. Là, quand ils sont tous enfermés dans l'une des salles, la chamane va s'adresser à Ji-Hoon pour lui annoncer quelque chose de très étrange. D'un coup, elle lui dit qu'elle comprend pourquoi il est encore en vie. Il aurait une mission. Elle tourne alors les yeux vers la joueuse enceinte 222. En connaissant la fin de ces jeux, le lien est clair. La mission de Ji-Hoon était de sauver le bébé. Je vous partage sa dernière prédiction pour vous convaincre une bonne fois pour toutes. Quelques minutes avant sa mort, elle se sert du joueur 100 pour obtenir les 3 clés qui ouvrent la porte de sortie. Vous connaissez la suite? Numéro 100 la trahit, referme la porte derrière lui en prenant soin de garder une des clés. La chamane entre alors dans une colère noire et lance son ultime malédiction. Les dieux t'écraseront, ils te briseront la colonne vertébrale et le crâne, ensuite ils feront exploser tes organes et tu agoniseras de douleur jusqu'à ta mort. Et dois-je vous rappeler comment meurt le joueur numéro 100 ? Ça fait trop de coïncidences, non ? Il y a un détail subtil mais touchant dans l'un des derniers épisodes. Au moment du repas avant la finale, Ji-Hoon attend que le bébé boive son lait avant de se mettre à manger son repas. C'est tout bête, mais ce genre d'attention en dit beaucoup sur le personnage de Ji-Hoon. Ça nous montre déjà qu'il est prêt à faire passer le bébé avant lui. C'est une belle marque d'attention pour un nourrisson qui n'est pourtant pas le sien. Alors que son véritable père, le joueur 333, n'y prête aucune attention et mange tout de suite. On pouvait savoir qui allaient être les finalistes juste avec l'affiche de la saison 1. Les 3 finalistes forment un triangle au centre. Et le pire, c'est que c'était encore une fois le cas pour la saison 2 et 3. Le même schéma triangulaire avec Ji-Hoon, le joueur 333 et la joueuse 222. Parce que oui, Jun-Hee et le bébé représentent tous les deux le joueur 222. J'aime tout particulièrement ce genre d'indice. Ce sens du détail qui permet d'en apprendre toujours plus sur la série, même une fois terminée.
Dans l'intro de ma vidéo d'analyse de la saison 2, je disais que au moins, cette personne avait écouté l'avertissement de Ji-hoon et n'avait pas rejoint les jeux. Eh ben, je me suis trompé. Dans la saison 3, il a bien rejoint les jeux. C'est le joueur 189. On le retrouve dans l'arène du pentathlon, décidé à risquer sa vie pour remporter l'argent. Ce personnage fait un parallèle direct à l'épisode Enfer de la saison 1, où tous les joueurs retournent chez eux pour au final revenir dans les jeux de leur plein gré. Cela prouve encore une fois qu'en dehors du jeu, les personnages trouvent la vie si dure qu'ils préfèrent la mettre en jeu pour tenter de remporter le jackpot. Lorsque Ji-hoon sauve 189 du recruteur à la fin de la saison 1, il ne fait en réalité que décaler l'échéance de sa mort. Car ce personnage illustre parfaitement un message clé de Squid Game. Celui que, parfois, même quand on te tend la main, ton entourage ou ta situation sont si écrasants que tu ne trouves pas d'autre choix que de sauter dans la gueule du loup. Ou du calamar, en l'occurrence. Il existe une théorie très populaire et intéressante qui circule actuellement parmi les fans. Imaginez que les gardes rouges de Squid Game ne soient pas de simples employés anonymes, mais d'anciens joueurs. Cette idée vient du fait de leur manière d'agir, parfois mécanique, presque robotique. Sur Reddit, des fans ont analysé plein d'indices. D'abord, la hiérarchie chez les gardes rappelle la structure imposée aux joueurs dans le jeu. Autre chose, certains soldats montrent des signes d'épuisement et de traumatisme, comme s'ils retraversaient les mêmes épreuves en boucle. Comme on l'a vu plus tôt, le recrutement des gardes reste un mystère. Cette théorie répondrait à beaucoup de questions. Pour garder le contrôle, les organisateurs recycleraient les joueurs survivants en garde, brisés psychologiquement et forcés d'obéir. De cette manière, ils deviennent eux-mêmes des instruments du système dont ils étaient victimes. Cette théorie est appuyée par l'histoire du Capitaine Park. Il dit naviguer depuis 30 ans, c'est-à-dire depuis la création des jeux, et c'est un carré, soit un manager, un haut gradé dans la hiérarchie. Tout m'amène à penser que c'est peut-être un ancien joueur, lui aussi, qu'il serait finalement devenu soldat car il s'entendait bien avec l'organisateur. Finalement, il semble très ami avec le recruteur. Est-ce peut-être lui qui l'a choisi pour ce rôle ? En tout cas, il dit au policier que le frontman lui doit la vie. Tous ces indices renforcent le cynisme de ce système, car même ces gagnants deviendraient des pièces de l'organisation. Une condamnation sans fin, une damnation sans aucun retour possible. J'aime beaucoup cette théorie. Imaginez que l'organisateur l'ait approché lorsqu'il était fauché, pour rejoindre les premiers jeux en tant que joueur. Que Park ait pris un malin plaisir à tuer tous les autres participants, qu'il ait remporté la finale, et que depuis, il voue une loyauté sans faille à l'organisation et ses fidèles. Lors du jeu de la corde à sauter, Ji-hoon sauve d'autres joueurs lorsque l'un d'eux tente de tous les faire tomber à l'arrivée. Il montre une nouvelle fois sa volonté de protéger les autres. Pourtant, dès le jeu suivant, le Squid Game aérien, ces mêmes joueurs n'hésitent pas une seconde à pousser Ji-hoon. Ce retournement montre une nouvelle fois l'un des symboles du Squid Game. Les liens entre les joueurs sont faux. L'instinct de survie domine sur la loyauté. C'est la même morale qu'on retrouve dans le jeu des billes en saison 1. Les binômes ne sont pas créés pour jouer ensemble, mais bien l'un contre l'autre. Et Sang-woo, en trahissant Ali, en est le meilleur exemple. Toutes ces trahisons et cette déshumanisation, c'est l'essence même de Squid Game. C'est ce que le frontman tente de montrer à Ji-hoon tout au long des saisons 2 et 3. Les humains ne valent pas la peine d'être sauvés. Ils sont mauvais par nature. Mais vous connaissez la fin. Notre héros reste fidèle à ses idées, convaincu que la faute n'est pas celle des humains, mais du système qui les écrase. Lorsque Choi s'infiltre dans la maison du Capitaine Park, il y déniche plein d'informations intéressantes. D'abord, la photo de Monsieur Park et le recruteur, que Choi reconnaît immédiatement. Mais pas seulement. Il y a aussi une photo avec lui et In-ho, le frontman.
Alors, Choi ne l'a pas vu, mais c'est normal, il ne connaît pas In-ho. Donc il ne pouvait pas savoir que c'était littéralement le maître des jeux sous son nez. Et c'était une info décisive. D'autant qu'avec le costume que Choi trouve dans le jardin, on apprend aussi que le capitaine était un manager. Il a donc un lien assez fort avec le frontman, qui est confirmé à sa mort avec la dette qu'il lui doit. Le recruteur a fait beaucoup d'erreurs, mais la pire d'entre elles est sans nul doute qu'il n'ait jamais révélé à qui que ce soit l'identité de son frère. Ça aurait tout changé. Si vous vous souvenez bien, j'ai dit que le jeu du Squid Game était vieux de plus de 30 ans. Eh bien, on connaît le vainqueur de la toute première édition. C'était en 1988. Et le gagnant était le numéro 174, No Young-ho. Et ça, on le sait grâce aux archives que trouve le policier dans la saison 1. Je suis très curieux de voir un spin-off ou un préquel sur les anciens jeux. Avec un succès pareil, ils vont continuer de développer des histoires dans l'univers de Squid Game, ce n'est qu'une question de temps. Squid Game aurait pu finir autrement. Dans une interview de Netflix avec l'acteur de Ji-hoon, du frontman et du réalisateur, on apprend beaucoup d'explications. Parmi elles, le réalisateur avoue que la fin de la saison 3 était à la base en totale opposition avec celle que l'on a eue. Il aurait tenté à plusieurs reprises des fins différentes avant de se fixer sur celle que l'on connaît aujourd'hui. Et l'une des principales était une happy ending. Ji-hoon aurait pu survivre avec le bébé. Il aurait enfin pu retrouver sa fille et vivre tranquillement le restant de sa vie. Ça aurait aussi offert une autre conclusion au personnage du frontman, avec peut-être de vraies retrouvailles avec son frère policier. Finalement, on n'a rien eu de tout ça, car selon le réalisateur, la fin actuelle clôture réellement l'arc de Ji-hoon. Et je suis assez d'accord. Il y a une vraie évolution chez Ji-hoon qui reste cohérente, et ça ouvre la voie au développement d'autres histoires. Et désormais qu'on a bien exploré tout ce qu'il y avait sous la surface, accrochez-vous bien, car on descend un cran plus bas, dans les profondeurs. Observez bien la tenue de Noel, le soldat numéro 11. Elle ne vous dit rien? Pourtant, vous l'avez déjà vu quelque part. Un t-shirt orange, une veste terne et une casquette bleue. C'est exactement la même tenue qu'avait Ji-hoon avant d'entrer dans les jeux, en saison 1. Les deux personnages ont des situations plutôt similaires. Tous deux le font pour leur fille, Ji-hoon pour pouvoir aller la voir aux États-Unis, se racheter en tant que père, pour au final le faire pour le compte de la fille d'un autre parent. Numéro 11, pour tenter de rapatrier la sienne de Corée du Nord, pour au final sauver celle du joueur 246. Même si on pouvait s'y attendre, le frontman déguisé en joueur 001 triche dans les jeux et n'y participe jamais à la loyale, comme a pu faire Oh Il-nam dans la saison 1. Tout d'abord pour le premier jeu, il reste posé dans son canapé et n'y participe pas. Il arrive après seulement pour les votes afin de trancher l'égalité. Lors du deuxième jeu, c'est la première fois où on le voit tricher indirectement. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi l'équipe de Ji-hoon passait en dernier? Évidemment, c'est dans le cas où il rate l'épreuve. Comme ça, tout le monde peut être éliminé, sauf le frontman, sans qu'il n'y ait aucun témoin. Un peu plus tard, lors du jeu du carrousel, c'est aussi très probable que le frontman ait triché. Si vous vous souvenez bien, il est séparé de Ji-hoon et de toute l'équipe. Il leur dit qu'il va s'en sortir tout seul. On s'attend à voir son point de vue, mais rien. C'est seulement après la manche qu'il revient tranquillement et explique qu'il sait vite se faire des amis. Pour beaucoup de fans, là encore, c'est une preuve indéniable qu'il est triché. Et certains internautes vont encore plus loin. S'il n'a pas simulé sa mort à ce moment-là du jeu du carrousel, c'était pour s'assurer qu'il puisse déjouer la rébellion de Ji-hoon juste après. Si le bébé est devenu un joueur, c'est à cause des VIP. Mais le frontman a aussi sa part de responsabilité. Et pour les plus assidus d'entre vous, vous êtes déjà au courant, car j'en ai fait mention dans ma vidéo d'analyse de la saison 3. Alors abonne-toi pour ne plus rien rater.
Dès la saison 2, on aurait pu savoir qu'il allait devenir un joueur à part entière. Cet excellent foreshadowing, on le trouve dans le jeu du carrousel, et c'est évidemment le joueur 001 qui en est à l'origine. Quand nos héros discutent sur l'organisation des groupes, le frontman fait une blague sur le fait que même s'ils sont 5, ils pourraient survivre dans une salle de 6 joueurs. Sa blague fait directement référence au bébé de 222 qui serait dans ce cas compté comme un joueur à part entière. C'est un indice subtil, mais qui sonne comme un avertissement sournois lorsque l'on connaît le final de ces jeux. Sangu et MG Coin, le joueur 333, se ressemblent énormément. D'abord d'un point de vue du scénario, car tous deux sont en finale face à Ji-Hoon, mais pas seulement. Quand 333 tente de convaincre 222 des possibilités qu'offre tout l'argent en jeu, il mentionne un type d'investissement. Il appelle l'un d'eux Futuris. C'est littéralement le même type d'investissement qui a ruiné Sangu. Des placements à haut risque qui ont peu de chances de marcher. 333 avec ses 1,8 milliard de won de dette n'est rien face aux 6 milliards de Sangu. D'autant que les deux joueurs sont poursuivis pour délit d'initié. MG Coin marchait vraiment sur les pas de Sangu. Et même s'il avait gagné les jeux, 333 aurait sûrement tout perdu dans ce genre de placement très risqué. Il n'était finalement qu'une version plus jeune et téméraire de Sangu. Rappelez-vous de l'apparition de Sae-byeok en saison 3, qui est d'ailleurs une nouvelle scène originale tournée avec l'actrice, pas un recyclage de la saison 1. Cette scène est peut-être l'une des plus importantes de la série. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le réalisateur dans une interview donnée à Netflix. Il affirme que c'est la rencontre avec Sae-byeok qui a créé le fossé entre le frontman et Ji-Hoon. C'est grâce à elle que notre héros a gardé foi en l'humanité et a décidé de ne pas tuer les autres joueurs. Ça fait directement écho à la scène similaire en saison 1. Le moment où Ji-Hoon s'apprête à aller tuer Sangu dans son sommeil, mais se ravise. C'est toujours grâce à Sae-byeok. Si In-ho avait rencontré quelqu'un comme elle durant ces jeux, il n'aurait sûrement pas été la même personne. Il n'aurait peut-être jamais accepté l'offre de Oh-il-nam, il aurait retrouvé son frère policier pour mettre un terme à l'organisation, et il ne serait peut-être jamais devenu le frontman. Pour rebondir sur l'importance de Sae-byeok, In-ho est plus proche de Ji-Hoon qu'on ne le pense. Alors qu'on le voyait comme un Sangu manipulateur au sang-froid, le frontman ressemble en réalité bien plus à Ji-Hoon. C'était un homme bon et innocent à la base, qui a été complètement brisé par les jeux et a perdu foi en l'humanité suite à sa victoire. Et maintenant, on connaît son point de non-retour. C'est lorsque le vieillard Oh-il-nam lui a donné le couteau et qu'il s'en est servi. On le voit dans la scène, au départ, il ne voulait pas tuer ses camarades. Il a mis du temps à céder, comme Ji-Hoon, avant l'apparition de son ange gardien. C'est à cet instant que leur sort a été scellé définitivement. Du moins, pas vraiment. Car tout au long des épreuves, on peut voir le frontman se soucier de la survie de Ji-Hoon. Durant l'épreuve de la corde à sauter, il est le premier à s'aventurer sur les rails avec le bébé. Et au moment où il trébuche, qu'il perd l'équilibre, on nous montre un gros plan du frontman qui retire fébrilement sa main avec les jumelles. Même au moment de son sacrifice, quand l'écran du numéro 456 s'éteint, In-ho regarde le sol, déboussolé. C'est à ce moment-là que la rédemption du frontman commence, grâce à Ji-Hoon. Vous tenez bon ? Vous ne devriez pas écouter votre curiosité morbide. Car notre entrée dans les abysses ne sera pas sans conséquences. Après l'échec de la rébellion de Ji-Hoon, les joueurs sont en route pour le jeu de la nuit étoilée. Dans les escaliers, les cadavres des rebelles sont pendus par les mains en signe d'avertissement. C'est un message fort pour tous les participants encore en vie. Parmi eux se trouvent tous les anciens amis de Ji-Hoon qui l'ont accompagné durant la révolte, dont Jeonbei. Mais si vous faites bien attention, même numéro 1 est bien pendu avec eux.
Il se fait passer pour mort pour reprendre sa couverture de frontman. C'est évidemment un autre cadavre qui revêt la tenue de 001. Si Ji-hoon n'était pas aussi obsédé à faire payer à 388 sa trahison, il aurait pu remarquer ce détail. Mais il était à un point de bascule. Notre héros était à 2 doigts de sombrer aux côtés du frontman. Une théorie a fait son apparition sur les forums coréens après la saison 1. La Color Theory. Elle explique les statuts des personnages grâce au cercle chromatique. Sur le cercle, le jaune représente l'argent, le bleu cyan représente les humains, et le rose représente l'organisation. Prenons un humain, le bleu cyan, qui cherche de l'argent, le jaune, on obtient du vert, un joueur. Avec cette logique, une personne qui poursuit l'organisation est bleue, comme l'uniforme des policiers. Si l'organisation en a après l'argent, on arrive dans le rouge sang, ce qui arrive toujours aux gardes du trafic d'organes. Ainsi, celui qui est au centre, qui converge entre chaque partie, est noir, comme le frontman. Il n'aura échappé à personne que le jeu de la nuit étoilée est une référence au tableau de Van Gogh du même nom. Associer un jeu de labyrinthe à cette œuvre est très malin, car il symbolise les troubles de son peintre. Mais l'hommage va encore plus loin, parce que cette peinture en elle-même a une histoire toute particulière. Je ne sais pas si vous le savez, mais on raconte que Van Gogh s'est lui-même coupé l'oreille. Et après ça, il aurait volontairement fait le choix d'être interné dans un asile. Et c'est depuis la fenêtre de sa chambre qu'il a réalisé ce tableau que beaucoup considèrent comme son plus beau chef-d'œuvre. À cette époque, il n'est qu'un homme enfermé derrière des barreaux qui rêve du monde extérieur, à l'image de nos joueurs qui cherchent la sortie d'un labyrinthe à l'architecture trompeuse en quête de liberté. Et si ce n'était pas juste la série Squid Game qui était une critique de la société, mais chacun des jeux qui nous sont présentés. Le 1, 2, 3 soleil symbolise la société de surveillance. Dès qu'un individu fait un faux pas, il est éliminé sans aucune pitié. Pour le Dalgona, le jeu représente la pression académique. Il faut performer directement dès l'enfance. Là où l'angoisse prime et qu'elle semble sans fin. Tout peut craquer en un instant. Le parallèle est saisissant. La Corée du Sud est le pays au taux de suicide chez les jeunes le plus élevé. Le jeu de la corde à sauter est une métaphore de la lutte des classes. C'est l'affrontement entre vieillards, jeunes, pauvres, riches, où ils font tous face à la même difficulté sans aucun traitement de faveur. Si tu n'arrives plus à suivre le rythme, tu meurs. Pour le jeu des billes, il s'agit des trahisons intimes. Les liens d'amitié, de famille qui sont laissés de côté et brisés dans une société aveuglée par l'appât du gain et l'individualisme. Finalement, le pont de verre est la précarité extrême. Le sort des individus est hasardeux. Tout ne tient qu'à un fil, vous marchez au bord du gouffre, et pour espérer vous en sortir, il faut avoir beaucoup de chance, quitte à la forcer ou à la truquer au détriment des autres. Messieurs, dames, vous seuls êtes responsables de là où vous désirez mettre les pieds, car à partir de maintenant, nous entrons dans le néant. Lors du sacrifice de Ji-hoon, notre héros ne se comporte pas comme prévu. Je ne parle pas de sa dernière phrase. Je parle de son regard. Il ne prononce pas ses dernières paroles face au VIP, ni face au frontman. Il nous regarde, nous. Droit dans les yeux, nous sommes les VIP. Nous observons des gens s'entretuer pour notre plaisir, des gens blessés, meurtris et sans espoir. Nous sommes spectateurs des jeux et nous attendons le prochain avec impatience. Nous parions, nous théorisons, nous sommes déjà en train d'annoncer que ceux de Corée sont les meilleurs,
et qu'une édition américaine ne pourrait pas rivaliser, nous sommes complices. Et nous en demandons encore et toujours plus. Quel avenir est réservé aux bébés ? Il existe trop de réponses à cette question. Mais selon moi, l'enfant de John-Hee est l'héritier symbolique de l'organisation. Lorsqu'il apprendra ce qui est arrivé à sa mère, à son père adoptif et biologique, une rage va naître en lui. Et il n'aura plus que pour obsession d'éradiquer les Squid Game dans le monde entier. Mais surtout, afin de retrouver le frontman pour répondre de ses actes. D'autant qu'il a été recueilli par le policier, le frère du frontman. La situation est trop intéressante pour la laisser inexploitée. Il pourrait même devenir un messie, car ce qui lui est arrivé peut servir d'allégorie, d'incarnation forte, afin de guider des rébellions comme celle de Ji-Hoon, son père adoptif. Mais cette fois-ci, des rébellions planétaires, pas juste dans les jeux, pour renverser une bonne fois pour toutes chacun des Squid Game. L'enfant né du sang des joueurs, le messie prophétique pour guider la rébellion. Ce qui nous reste en tête reste aussi ces paroles. Nous ne sommes pas des chevaux, nous sommes des humains. Les humains sont... La première fois qu'il mentionne cette comparaison, c'est au chevet du vieillard. Le choix de ces mots par Ji-Hoon permet de résumer son combat et d'achever sa rédemption. Ji-Hoon rejette le rôle qu'on leur impose, comme des chevaux forcés à courir pour nous divertir. Et pour le silence final, c'est à nous, VIP, de le compléter. Qu'est-ce que nous sommes vraiment, après tout ce que nous venons de vivre ? Sommes-nous fondamentalement mauvais, bons ou aucun des deux ? Y a-t-il une raison divine qui dicte nos émotions, nos choix, notre existence ? Car le nombre de références religieuses dans Squid Game est colossal. Et ça commence dès la rencontre avec le recruteur. Dès le début, Ji-Hoon lui rétorque qu'il ne croit pas en Dieu. Et en prévention, notre héros lui dit qu'il vient d'une famille bouddhiste. Le réalisateur donne un sens critique aux religions dans la société coréenne dès les 20 premières minutes de la série. Et une fois dans les jeux, tout s'accélère. Car souvenez-vous du joueur fanatique religieux qui répète en boucle que Dieu va les punir. On retrouve aussi une concentration de symboles christiques, des églises et même des propagandes avec des pancartes. Et dans la saison 2, ça continue de plus belle. Avec les croix sur les murs qui rappellent un cimetière et bien sûr la chamane qui fait office de chef de secte. On peut aller encore plus loin, avec Ji-Hoon qui incarne le sauveur en saison 2. Les joueurs sont témoins de sa résurrection en revenant dans le dortoir. Même le frontman, In-ho, fait penser à Judas. Surtout quand on voit tous les parallèles entre Ji-Hoon et Jésus, qui est renforcé par son sacrifice final. Mais la critique la plus dure de Squid Game envers les religions est le crucifix de Thanos. Un des objets centraux des saisons 2 et 3, il est paradoxalement en forme de croix, alors qu'elle contient de la drogue. Le réalisateur dénonce la religion comme une dépendance. La foi serait à ses yeux un échappatoire au monde brutal, au même titre que la drogue. Bravo, vous avez survécu à l'iceberg macabre de Squid Game. Je tiens à remercier tous les soldats qui ont permis à cette vidéo d'exister. Et à vous, joueurs, qui avez osé vous y aventurer. Vous pouvez à présent récupérer vos récompenses, séparées à part égale, un abonnement, un like et un commentaire. Et n'oubliez jamais, nous sommes des êtres humains. Des êtres humains